Alexandre, coucou. Salut Samuel. Merci de venir à nouveau dans Je le suis content bureau. d'être là. Point sur le marché, donc on est début mai. Oui. On parle beaucoup de Marseille ces derniers temps. Il y a une forte actualité, moi je trouve en ce moment, notamment les Airbnb, on en parlait tout à l'heure en off. Dis-moi, faisons un tour du marché. Qu'est-ce que tu penses du marché là depuis le début d'année par rapport à ce que dit la presse? Ça, c'est reparti, ça va pas. Donne-moi ton point de vue, toi, ton retour d'homme du terrain sur la communauté urbaine. On va le répéter encore, mais à Marseille, on est dans la deuxième ville de France. Et j'ai un chiffre intéressant que je dis souvent en ce moment. Marseille est 2,5 fois plus grande que Paris et 4 fois plus grande que Lyon, Marseille intramuros. Donc en fait, en superficie. C'est très étendu. Donc ça en dit beaucoup sur Marseille, sur les disparités qu'il peut y avoir. On a forcément beaucoup moins de moyens que les villes que je viens de citer. Et on n'est pas logé à la même enseigne et on pâtit aussi de pas mal de choses. Donc ça donne des éléments clés sur la disparité qu'à Marseille. Après, on est dans une grande ville, donc il y a toujours des ventes. Marseille est toujours dynamique niveau des ventes. On a toujours du besoin. Il faut savoir que 70% du marché de l'immobilier est quand même des ventes par nécessité. Divorce, décès, relocation, déménagement, tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc on a 30% qui est porté par autre chose, par de l'opportunisme en tout cas, qui peut être une baisse des taux, qui peut être une reprise du marché, qui peut être plein de choses. Ce marché-là s'était un peu éteint. Moi, en 2025, les médias font un peu la pluie, le beau temps, en tout cas, surtout. Ouais, donc tu disais donc le marché, il est pareil qu'en 2024, c'est ça? En 2025, le marché est pour moi pareil qu'en 2024. On est sur une continuité. Je trouve ça assez dangereux de la presse d'annoncer, c'est bien, parce que c'est bien de remotiver le moral des troupes, autant que je trouve que assez dangereux d'aller... C'est vrai que souvent ils sont en mode bashing, etc. Voilà, bashing, d'aller casser un peu le moral de l'immobilier. Là, ça reprend, donc la presse s'en empare, la presse télé, la presse papier, etc., qu'on a tous les jours des articles positifs sur l'immobilier. Je trouve ça assez dangereux parce que le marché évolue pour moi de la même manière. Et le seul risque à ça, c'est que les vendeurs ne rencontrent plus les acheteurs. Parce que les vendeurs se disent le marché reprend, du coup je vais vouloir vendre plus cher. Et les acheteurs, qui ont toujours le même portefeuille, qui ont toujours la même capacité d'endettement, qui ont toujours la même vision de l'immobilier, ça se rencontre plus. Donc ça, c'est le risque pour moi d'aller annoncer ça dans les médias. En fait, la légère baisse de taux que tu as eue est compensée par le vendeur qui se dit tiens, je vais vendre un peu plus cher, du coup en fait on est flat. C'est pareil, du coup il y a aucun pouvoir d'achat qui s'est dégagé. Il n'y a aucun pouvoir d'achat qui se dégage, donc c'est ça le risque. Maintenant, après, on a le marché de l'investissement locatif. Ça, par contre, qui est toujours quand même assez tendu, où il y a toujours de la demande. Le marché tendu, c'est-à-dire il y a de la tension, il y a de la demande, il y a de la demande et toujours de l'offre qui est quand même limitée. Bien qu'il y a certains biens, il s'est dit que certains biens sont de retour du marché Airbnb, donc du coup l'offre va augmenter. Moi, je pense que c'est pas totalement vrai. La réalité, c'est que j'ai pas vendu plus de biens qui disent non, je ne peux plus faire du Airbnb. Les gens qui n'ont plus fait du Airbnb, on met en location meublée normale. Et avec la hausse des loyers, il faut savoir que depuis les 2 dernières années, on a subi une hausse des loyers qui est pas conséquente, qui a été exponentielle. Et ça. Je ne vais pas m'en plaindre. Moi, je trouve que j'ai plein de biens qui sont du coup plus que break-even. Exactement. En fait, on vit. Et j'espère qu'on va vivre encore quelques temps, on va s'accrocher à ce qu'on peut. Mais depuis les 2 dernières années, le marché de l'investissement locatif, où il y a eu des prix qui ont baissé, mais des loyers qui ont énormément augmenté. Et il faut savoir que quand on achète un prix, on a en France la chance d'avoir des taux immobiliers qui sont stables sur toute la période d'emprunt. Par contre, on a un loyer qui est déjà beaucoup plus cher. 2 exemples flagrants. Moi, un studio, il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, se louait 450-500 €. On va dire un beau studio, un studio normal. Maintenant, je commence à mettre en location des studios pour des clients entre 650 et 700 € dans le centre-ville de Marseille. Un T2, j'ai mis en location, un client a mis en location un T2 que je lui ai vendu au panier, dans un appartement qui est standard, une rénovation correcte, standard, 880 € le T2. Sans extérieur? Sans extérieur, avec une chambre qui donne sur une petite courette sans trop de luminosité, un beau truc avec des plafonds hauts. Mais voilà le prix pendant qu'il y a 2 ans. Moi, je disais à mes clients, si vous avez un truc bien rénové, vous allez le louer 700 € charge comprise. 680 €, 700 €. Maintenant, c'est des... Et il l'a loué? Il a loué en claquant des doigts.
Il a loué en claquant des doigts. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé et du coup qui a rendu le Airbnb moins rentable, moins intéressant. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait des mairies qui veulent réguler, contrôler le Airbnb ? Est-ce que tu penses que c'est important ou quelle est ta position par rapport à ça ? En fait, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Je vais essayer de pas me perdre dans ce que je dis. Je couperai en montage. Non, il y a plusieurs choses par rapport à ça. À Marseille, on parle à peu près de 13 000 Airbnb. 13 000 offres de location Airbnb. D'accord. C'est le marché à peu près. Sur ces 13 000, il y en a 50% qui sont de la location de la résidence principale. Ça, donc, ça fait en gros entre 6 et 7 000 pour de la résidence principale, 6 7 000 pour de l'investissement locatif. Pour moi, on doit enlever du calcul quand même les 6 000 qui sont résidence principale. Parce qu'en quoi quelqu'un qui loue sa résidence principale, en quoi il touche au marché locatif ? Dans tous les cas, je ne la mets pas en location, c'est juste je m'en vais. La mairie de Marseille réduit de 120 jours à 90 jours. Franchement, en étant honnête, quelqu'un qui loue plus de 90 jours sa résidence principale, c'est qu'il n'y vit pas vraiment. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de vacances. Il faut vraiment prendre beaucoup de vacances ou vivre ailleurs. Ou alors tu es un cadre, tu pars tout le temps. C'est rare. Mais c'est rarissime. Donc on ne peut pas dire à la ville de Marseille que c'est incohérent de baisser de 120 à 90 jours. Ouais. Pour moi, ça ne change rien. Et à la limite, ils ont raison. Ceux qui le faisaient plus de 90 jours, ils étaient malhonnêtes. Donc ça, on va leur dire, ils ont raison. Est-ce que les 6 000 biens qui sont en location courte durée mettent de l'attention sur les biens qui ne sont pas en location courte durée ? C'est un débat. Moi, je ne trouve pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que la location courte durée, il faut savoir que ça répond à un réel besoin. Il y a encore quelques années, quand Airbnb n'existait pas, on gueulait tous parce qu'on allait payer trop cher notre chambre d'hôtel parce qu'ils avaient un monopole sur le marché. Ou qu'il n'y avait pas d'hôtel, voilà. Ou qu'il n'y avait pas d'hôtel, tout simplement. L'offre d'hôtel n'était pas... Tu viens en famille avec un enfant, tu dois prendre 2 chambres, alors que là, tu peux trouver un appartement. C'est impensable. On n'arrivait pas. Ça donne une flexibilité quand même. Ça donne une flexibilité énorme. Donc, on est content, ça répond à un réel besoin, le Airbnb. À Marseille, il faut savoir qu'on a 5 millions de touristes. Comment on loge ces 5 millions de touristes ? Ça, la mairie de Marseille ne sait pas forcément répondre. Ensuite, on a combien de chambres d'hôtel sur Marseille, tu le sais ou pas ? Franchement, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire l'offre. Il faudrait qu'on le regarde en 2 coups. On pourrait le regarder, l'afficher à la vidéo en sous-titres. On n'avait pas un nombre peut-être 3 000, j'aurais dit, mais chambres d'hôtel. Voilà. Ouais, voilà. Il n'y avait pas un gros problème. Il y avait pour moi une sous-offre d'hôtellerie versus Paris où il y a beaucoup d'hôtels, si tu veux. Il y a beaucoup d'hôtels. Ensuite, on a un débat aussi. On pourrait poser la question sur les logements vacants. Quasiment 50 000 logements vacants à Marseille. C'est entre 30 et 50 000, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est énorme. Dans tous les cas, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait avec ces logements vacants ? Une taxe sur les logements vacants qui est bien. On va pas dire, OK, on a mis une taxe sur les logements vacants et ça c'est bien. Mais par contre, la mairie de Marseille n'a aucune solution pour ces logements vacants, pour les récupérer, à part mettre cette taxe. Donc voilà, le marché du Airbnb, moi sincèrement, régulé à ce point-là, je trouve ça un peu dur. Après, est-ce que ça nous a permis, nous, qui sommes experts en investissement locatif, est-ce que ça nous bloque le marché ? Pour moi, non. Franchement, je n'ai pas eu de baisse de demande de personnes qui veulent investir dans l'immobilier parce que le marché du Airbnb est un peu bloqué sur Marseille. Il faut savoir que maintenant, on va rappeler les règles. Pour louer un Airbnb sur Marseille, en résidence secondaire, c'est-à-dire en investissement locatif, il faut avoir une destination commerciale, il faut avoir un numéro bien entendu d'enregistrement, et troisième, il faut que le règlement de copro autorise expressément la location courte durée. Il faut savoir que la première barrière avant la mairie, parce que les contrôles de la mairie, pour l'instant, je connais personne qui s'est trop fait contrôler. Il y a plus une politique de peur, mais qui a bien marché et il faut la garder. Il n'y avait pas les brigades avant puis il y avait les Jeux Olympiques. On avait besoin de ça. Faut pas non plus se leurrer. La ville de Marseille avait besoin d'Airbnb. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, il faut contrôler. Il faut contrôler. Donc tu disais le premier contrôle, oui, c'est la copropriété, c'est ça ? C'est la copropriété, c'est la première barrière parce que les nuisances sonores, la jalousie des autres copropriétaires, les dégradations éventuelles, et ça il faut pas se le nier, c'est réel. Donc maintenant en fait il y a eu ce que ça a provoqué de bien, si on doit être purement objectif dans tout ça, ça a provoqué de bien quand même qu'on fait plus n'importe quoi. On fait attention quand même à la copropriété, du coup il y a de la technologie qui augmente, il y a un respect des conciergeries
conciergerie un peu plus conséquente, un respect des propriétaires. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont passées. Ensuite, dernier point, il faut savoir qu'on en a parlé de la hausse des loyers. Mais quand tu loues 880 € un T2 sans extérieur dans Marseille, en Airbnb, il faut savoir que quand tu veux faire du Airbnb, tu vas payer ton EDF, donc c'est pas au locataire, c'est à toi, tu vas payer Internet, donc on va dire l'EDF. Franchement, pour un T2, les locataires font pas attention, donc tu vas avoir entre 80 et 100 € d'EDF. Voilà. Quand on voit l'augmentation des coûts et en plus avec l'augmentation des fluides, c'est un truc de malade. Donc 100 € d'EDF. Ensuite, tu dois payer ton Internet. L'eau, qui était déjà compris dans les charges, on va dire que ça fonctionnait. Oui, mais ensuite, le coût des dégradations, on en parlait d'un canapé. Moi, personnellement, je change 2 canapés par an. Maintenant, j'ai fini, je mets que des lits. Tu vois, pour éviter la dégradation des canapés. Donc, on va dire ton coût du bien, pour moi, il est évalué quand même à 1000 € par an. Donc, on va dire 100 € par mois, plus Internet, plus électricité, tu as 250, 300 € par mois, entre guillemets, entre ta dégradation et tes coûts fixes. Plus tes frais de conciergerie. Que tu ne récupères pas, puisque tu ne vas pas le récupérer chez ton locataire. En fait, c'est de l'investissement, des charges pures. Plus les coûts de ta conciergerie, entre 15 et 30%, on va dire selon ta conciergerie, plus les frais de ménage qui sont refacturés directement à la conciergerie qui ne sont pas pour toi. Donc en gros, pour un T2, franchement, c'est plus aussi rentable louer un Airbnb, plus les soucis moraux. Enfin, je veux dire, tout ça, ça occasionne aussi de la charge mentale. Donc en fait, moi personnellement, de recommander aux clients d'aller louer en meublé classique, eh ben en fait, c'est la meilleure solution pour du T2. Sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel, on est dans un loft, il y a un jacuzzi, il y a un petit extérieur, etc. Où là, on va pouvoir faire une plus-value et on va faire un décroché prix qui va être ultra conséquent. Oui, t'as en vue mer, t'as accès à la mer tout de suite. Exactement. Tout ce qui a un caractère un peu exceptionnel, le Airbnb reste rentable. Pour le reste, ça se discute et pas n'importe comment. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, moi, je suis foncièrement opposé au contrôle de la part du gouvernement. Il ne sait pas faire, les mairies ne savent pas faire en fait. Pour moi, c'est du contrôle à 2 francs 6 sous. Et en fait, moi j'ai récupéré pas mal de lots comme ça en gestion d'investisseurs qui avaient arrêté de faire du Airbnb. Moi je trouve que toute cette politique depuis Covid, post-Covid, qui était salut à toi jeune entrepreneur, tu sais, ces jeunes qui se sont lancés dans l'investissement, devient millionnaire, fait de l'investissement locatif, et bien au final, ces gens-là, ça a fait beaucoup de gens, Marseille en est le premier résultat, qui ont beaucoup investi dans l'immobilier, rénové des appartements qui n'auraient pas été rénovés sinon. Ça restait des appartements loués nus, quasi vétustes, faut le dire. Ce qu'ils ont acheté en général, ces jeunes, c'était courageux, ils se sont endettés et ils ont fait du neuf. Et au bout de 3-4 ans, ils en ont marre de faire du Airbnb. Donc, et puis comme les loyers, tu viens de le dire à très juste titre, les soucis, les dégradations, et puis des loyers qui sont très corrects, au final, naturellement, les biens, pour moi, ils reviennent sur le marché. Donc en fait, ça veut dire que ça ne sert à rien de réguler, puis ça compte sur 3000 biens. Donc, ou 5000, enfin, c'est pas une quantité de biens hyper importante. Et j'en arrive au même constat que toi, et moi je pense que ce n'est pas la solution de réguler. Il faut contrôler, il faut s'intéresser au marché, il faut qu'il y ait des règles. Mais après, derrière, l'État, occupez-vous de construire, occupez-vous de récupérer, soit si c'est des logements vacants, ou se poser la question, pourquoi ces propriétaires laissent ces logements vacants? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des travaux? Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut… Moi, je parle de communes où il y a du contrôle des loyers. Moi, je gère des lots en région parisienne où il y a, en plus de ça, tu as des permis de louer, contrôle des loyers. Mais moi, ça me semble complètement aberrant. Alors qu'au contraire, on va dire, on laisse sortir du contrôle des loyers ou des permis de louer les gens. Vous êtes en F ou en G, faites des travaux, vous êtes en A ou en B, vous louez à ce que vous voulez comme prix marché. De toute façon, c'est le marché qui va faire l'élasticité. Si tu loues au-dessus du marché, au bout d'un an, tes locataires, ils s'en vont. Donc en fait, tu es le premier perdant. Donc tu seras obligé de baisser ton loyer. Donc Ok, non, mais c'est intéressant sur Marseille. Donc c'est bien parce qu'on en arrive au même constat. La presse fait, tout le monde n'arrête pas de dire « faut arrêter ». Moi, je trouve qu'il y a un bashing sur le Airbnb, alors que je pense qu'au contraire, ça a bien… Comme Uber, en fait. Je vois le même phénomène qu'Uber, qui a très agacé les taxis, mais qui en fait était en position dominante, monopole, et ils ont été obligés d'élever le niveau. Aujourd'hui, moi, je voyage plus en taxi quand je suis à Paris ou dans les grandes villes, puisqu'ils ont les voies de taxi. Les Uber n'ont pas les voies de taxi. Et en fait, tu te rends compte que le niveau moyen des taxis, c'est élevé. Et je pense que le Airbnb, ça va être la même chose. Ça va
ça remet en question les agences immobilières, ça les oblige à se bouger. Ça remet en question les particuliers, ça les oblige à avoir des biens en bon état pour les louer. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Donc, il faut arrêter de dire c'est énervant. Mais c'est vrai qu'après, derrière, il faut que ce soit dans les copropriétés, où je prends des cas dans le 7e par exemple, où tu as vraiment des jardins qui sont très mitoyens. Si les gens font du Airbnb, des barbecues tous les soirs pendant qu'eux ils sont en vacances, alors toi à côté demain matin tu dois te lever pour aller au boulot, je peux comprendre. Donc ça doit être encadré, mais après ça reste toujours du savoir-vivre en fait. Après, tu as quand même l'effet que tu as dit. Je soulève deux points. Le premier, c'est que les investisseurs ont permis à des quartiers de se rénover totalement. Et ça, les conséquences économiques n'ont pas été mesurées. C'est bien dommage. On prend l'exemple extrême du quartier du Panier, où il y a encore 10 ans, personne ne voulait y aller parce que tous les immeubles se cassaient la gueule. Maintenant, c'est qui a, avec tous ces mises en péril, c'est qui s'est levé une mise en péril d'un immeuble? C'est qui a les moyens de rénover les appartements, de rénover les cages de copropriété, de rénover les façades, de payer des structures, etc. C'est les investisseurs immobiliers. Oui. Donc du coup, ça a permis à des quartiers entiers de se rénover, à des immeubles aussi. Donc du coup, les commerces en bénéficient parce qu'on apporte des touristes, donc on fait vivre les commerces. Et deuxièmement, à ne pas sous-estimer la force du Airbnb. Quand vous avez des commentaires négatifs de vétusté de l'appartement, d'insalubrité de la copropriété, etc., ils vous suppriment l'annonce directement. En fait, Airbnb sont tout pour le client. C'est des fois dur en tant que propriétaire. Non, mais parce ils ont un standard de qualité. Ils ont un standard de qualité qui est très élevé. Donc du coup, ça pousse le marché vers le haut. Et les gens qui disent qu'on trouve tout et n'importe quoi sur Airbnb, non, c'est pas vrai. Faites confiance aux notes. Airbnb, c'est détecter les mauvaises notes, c'est détecter quand il y a des problèmes d'insalubrité, ils détectent tout et ils sont très sévères. Donc du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. La loi de l'offre et la demande est quand même la nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de régulation, il ne faut pas mettre l'accent. Mais en fait, tout ça mis bout à bout, je pense que dans les prochains mois ou les prochaines années, il va y avoir comme dans tout un juste milieu qui va arriver, comme Uber. On a eu peur de la disparition des VTC. Maintenant, je trouve qu'il y a un bon juste milieu avec les Uber. Ils apportent quelque chose au marché. Oui. Quand on est à Paris, qu'on est en retard pour notre train, on sait qu'on va prendre un taxi naturellement parce qu'il va prendre la voie des bus. Et maintenant, les taxis sont, on ne sait pas pourquoi, un peu plus serviables. Il y a une application G7 aussi qui est arrivée. Donc voilà, donc ça apporte pas mal au marché. Mais ok, donc globalement, toi tu dis sur Marseille à tes investisseurs, allez en meublé, mais pas sur de la LCD, donc location courte durée, type Airbnb Booking. Est-ce que tu vends des appartements qui sont loués en nu ou pas du tout ? Non, j'en vends pas. En fait, c'est faux. Oui, j'en vends. J'en vends parce que des fois, on fait investir ou on fait racheter des appartements qui sont loués en nu avec des locataires à l'intérieur. D'accord. Ah oui. Ok. Donc, quand il y a un locataire à l'intérieur qui loue en nu, bien entendu, on le vend. Les appartements, souvent, il y a des opportunités à faire parce qu'à l'époque, le nu se pratiquait énormément. Maintenant, il se pratique de moins en moins. Mais il y a quand même une niche fiscale qui est le loc avantage quand on loue en nu, qui peut permettre aussi aux investisseurs d'aller récupérer aussi de l'économie d'impôt. Donc la plupart de tes investisseurs, de tes clients, ils achètent du meublé, enfin ils vont louer en meublé. Exactement. Et donc là, ok, investissement locatif. Et le reste, cite-moi d'autres marchés. Est-ce que tu connais d'autres endroits? Tu as parlé du Panier. Est-ce qu'il y a d'autres coins dans Marseille qui sont où il faudrait aller investir? Je suis investisseur, là, je tombe sur cette vidéo. À Marseille, on a globalement la demande locative, elle est dans tout Marseille, comme on l'a dit. Maintenant, nous, on va recommander d'aller des investisseurs. Le 4e, toujours le vent en poupe. Éviter un tout petit peu les chutes la vie ou alors s'il y a des décrochés prix importants. Donc 4e autour de Longchamp. 5e, Timone. Il faut savoir que Timone, on le répète tout le temps, mais c'est 15 000 travailleurs, 15 000 étudiants, donc une demande locative. C'est pas donné, mais il y a des bonnes opportunités à faire. Non plus, c'est pas donné. Longchamp non plus. Après, il faut faire un bon travail de chasse immobilière pour pouvoir aller trouver des bonnes opportunités. Ensuite, le 6e, Castellane. Forcément, il y a le tramway là qui a été inauguré, donc qui va être en marche maintenant, le tramway. Donc du coup, qui va faire exploser les prix dans les 5 prochaines années. De Castellane. Ouais, exactement. Non, mais alors donc, qui va faire exploser de Castellane ou jusqu'à Cantigny? Tu penses que ça va aller De partout, le tramway passe. Ça,
c'est vrai que c'est un bon conseil à donner aux investisseurs. Le premier point qu'on a regardé, c'est les infrastructures de transport. Il peut y avoir des bulles spéculatives qui apparaissent de partout pour plein de raisons, de rénovation, etc. Mais le point de transport, c'est quand même le transport. Et le tramway plus que le bus, quoi. Et le tramway, bien entendu, plus que le bus, le tramway ou le métro. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a quand même 500 millions d'euros qui ont été donnés par le plan. On a un président qui adore Marseille, qui a donné 5 milliards d'euros pour le plan Grand Marseille. Il y a 500 millions d'euros qui ont été donnés, dont la moitié, quasiment la moitié, pour l'urbanisme. Donc du coup, il va y avoir énormément de rénovations. Pareil pour les écoles, il y a tout un plan Grand Marseille qui a été fait. Donc l'urbanisme et la rénovation des bâtiments va être fait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Marseille. Ça va évoluer dans le sens positif. Il y a également le maire de Marseille, s'entend bien, je fais pas de politique, mais le maire de Marseille a quand même des accords avec Martine Vassal pour pouvoir proposer d'autres infrastructures de transport comme le métro et le tramway dans d'autres endroits de Marseille. Il faut savoir que depuis 1970-77, on n'a que 2 lignes de transport dans Marseille. Donc du coup, ça a été par un enchaînement de succession, autant politique, mais aussi de géographie. On a une géographie qui est très particulière à Marseille aussi. Mais donc, du coup, les infrastructures dans les 10-20 prochaines années vont énormément se développer à Marseille. Donc, c'est pour ça, d'un point de vue objectif, que Marseille est encore le pari gagnant pour les 10-20 prochaines années, parce qu'on n'achète pas encore au prix. Il y a plein... Toi, tu penses qu'on est toujours pas, qu'il y a toujours des... Ouais. Bien entendu. On a toujours un retard de prix qui va se repratiquer, justement, parce qu'il y a des infrastructures de transport qui vont bien évoluer et parce qu'il y a énormément de rénovation. Après, ce qui reprend, qui avait perdu un peu de sa splendeur, c'est le quartier du 3e. On le voit quand même qu'on a un afflux d'investisseurs qui veulent aller rechercher de la rentabilité dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est quartier autour de la gare. Un quartier qui avait un peu perdu, mais maintenant il y a de très bonnes opportunités à faire avec énormément de rentabilité. Proche gare, pas Belle de Mai, enfin pas plus loin. Même la Belle de Mai commence à évoluer pas mal et de plus en plus recherché par les investisseurs. La Belle de Mai, c'est très populaire. Enfin, c'est très dans très des mauvais populaire. États, les appartements, c'est exactement. Mais il faut faire attention là où aller, pas dans toutes les rues, bien accompagné. Mais il y a de bonnes opportunités parce que on en parle du marché de la location. Globalement, à Marseille, on a un marché de la location, du prix de la location qui est assez uniforme dans tout Marseille. Donc, pendant que vous arrivez à avoir un T2 à la Belle de Mai entre 40 et 45 000 euros si vous avez bien chassé, mais qui va se louer pareil entre 650 et 700 euros le T2, pendant que vous allez le payer 95 000 ou 110 000 euros quand vous êtes dans le 5e, c'est juste la rentabilité que vous jouez globalement, parce que le prix du loyer reste sensiblement pareil. Et donc, pour les investisseurs qui veulent multiplier ou qui ont une baisse de capacité d'endettement ou qui peuvent commencer que par des petits investissements, il y a des solutions. Et c'est là le gros avantage de Marseille, c'est qu'on offre aux investisseurs un choix large. On peut investir de 30 000 à 150 000 euros avec des rentabilités qui sont différentes dans des quartiers qui sont différents, avec des avantages et inconvénients dans chaque quartier. Nickel. Écoute, ça donne une bonne vue du panel marseillais. Je trouve que c'est intéressant. Bon, non, mais ça fait plaisir de voir tout le. Il y a un gros potentiel, quoi. Il y a et un gros potentiel et une capacité pour tout un type d'investisseur, si tu veux acheter du... Exactement. On a un marché qui se porte un peu moins bien, je vais peut-être conclure avec ça, on a un marché quand même qui se porte un peu moins bien, c'est le marché de la villa individuelle à Marseille. Mais parce qu'il n'y a pas tant que ça d'offres, entre guillemets. Il y a beaucoup plus d'offres. Pour moi, il y a de l'offre. Je vais prendre un exemple qui est clair. Par exemple, il y a 3 ans, on avait à peu près, si on prenait le marché du 11e, par exemple de la villa individuelle du 11e. Tu dis qu'il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui disponibles sur le marché que de demandes. Exactement. Exactement. La demande pour moi a baissé parce que la capacité d'emprunt des gens a baissé. Parce que les prix ont augmenté comme de fou, en fait. Les prix ont augmenté peut-être un peu trop. Ouais. Les gens ont acheté un peu trop cher. Donc la demande a baissé. L'offre a augmenté. Je vais prendre un exemple qui est clair. Dans le 11e, par exemple, l'offre de maisons disponibles il y a encore 3 ans était de 80 à 100 annonces sur le Bon Coin. Ouais. Maintenant, on est supérieur à 200. Mais parce c'était l'effet post-Covid où tout se vendait, les gens voulaient absolument des petites maisons. Exactement. Et le 11e reste le 11e. C'est pas le 12e, c'est pas le 6e. Le 12e, on est sur le même marché également dans le 12e. Mais ce que je veux dire, c'est que
pour moi, quand même, le 11e a un potentiel, parce que tu es le long de l'autoroute, Forcément qu'il a un potentiel, et ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais actuellement, il y a quand même une suroffre sur le marché. Les biens qualitatifs, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, quand tu as une demande qui reste stable, voire diminuée, avec une offre qui augmente, ça fait que les acheteurs, même si c'est une bonne opportunité, ils réfléchissent, ils comparent, ils rentrent chez eux, etc. Donc ça donne un marché un tout petit peu sclérosé, un tout petit peu à l'arrêt. Et globalement, moi par exemple, j'ai des propriétaires qui ont acheté une maison à Aubagne, qui l'ont payé 630 000 € en 2022, qui maintenant, je leur ai fait une évaluation quasiment 100 000 € moins cher. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de problématique? Ça donne des marchés qui sont à l'arrêt. Ouais, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, des ventes, effectivement, là-dessus, je veux bien le comprendre. De toute façon, on s'est rué sur des maisons dès qu'il y avait un extérieur post-Covid. Aujourd'hui, avec des taux à 0%. Faut le digérer. Exactement. Maintenant, il faut digérer ce marché-là. Il n'est pas si facile que ça. Non, mais à ça va être digérer. un peu temps. Ça va. On est sur on a quand même un attrait du Sud. Enfin, ça va prendre quelques temps, 5-6 ans. Peut-être, ça va se réguler. Mais c'est ce qu'on disait à l'époque. Moi, il y a encore 10 ans, le commun des mortels, quand on parlait d'immobilier, on disait, bon, pour amortir tes frais de notaire, tu vas mettre déjà 4-5 ans. C'est ce qui se pratique dans le marché immobilier. C'est ce qu'on disait, moi, quand j'ai commencé à investir. Après, il y a eu une évolution, donc on pensait que... beaucoup plus vite. Après, voilà, ça amortit. Bien entendu qu'on l'amortit beaucoup plus vite, mais à l'époque, quand le marché avant 2019, le marché n'était pas tel qu'il était maintenant. Ouais, donc ok. Bon, écoute, merci pour ça. Bon, maintenant, mais c'est très intéressant. Merci, Alexandre. Super point de vue. Écoute, hyper intéressant. Donc, si on veut te contacter, je mettrai toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo. Avec plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. beaucoup. Merci. Bon après-midi.